Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de Lecture sur le fil, pour notre 4e séance, Jacques Durenmat, qui va nous parler de Peau d'homme et de Gousse et Gigot. Vous savez que Jacques est un éminent spécialiste de la bande dessinée, et c'est à ce titre qu'il vient nous apporter ses éclairages. Mais je crois qu'il a prévu de nous parler de beaucoup d'autres choses. Voilà, bonjour à tous, à toutes et tous. Donc effectivement, je vais vous parler de bande dessinée. Je vais vous parler de 2 bandes dessinées contemporaines, vraiment très récentes, parce qu'elles sont parues l'année dernière. Peau d'homme de Hubert et Zanzime, et puis Gousse et Gigot d'Anne Simon. Alors, on va utiliser pas mal d'images, parce que forcément, quand on parle de bande dessinée, il faut aussi voir un petit peu en quoi ça consiste, comment ça s'organise, comment ça se montre. Et puis, surtout, je vais aussi beaucoup voyager dans le temps, parce que, en fait, pour réussir à comprendre les questions qui se posent dans ces 2 albums, j'ai besoin de remonter aux origines même de la bande dessinée, parce qu'il y a un continuum, vous allez voir. Alors, excusez-moi. On va faire la technique en même temps. Voilà, c'est le PPTX qui est là-bas. Peau d'homme. Voilà, donc je vais avoir besoin de remonter dans le temps, de remonter dans le genre ou dans la forme artistique finalement qui est donc la bande dessinée, pour poser la question de ce que j'appelle les troubles de genre, les troubles du genre, la représentation des troubles de genre dans la BD contemporaine à partir des premiers troubles qui apparaissent en fait très tôt. Alors, je vais commencer par quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup commenté le statut, alors parfois considéré comme minoré ou carrément grotesque, de la femme ou de la représentation de la femme dans la bande dessinée. Alors, c'est vrai qu'on présente souvent Madame Fenouillard, par exemple, et ses filles pour la fin du 19e siècle, Bécassine, la Castafiore, comme autant d'exemples de ces caricatures de femmes qui ont finalement occupé le champ de la BD franco-belge, avant l'arrivée des premières héroïnes populaires à part entière dans les années 60. Et ces premières héroïnes populaires, c'est Barbarella, c'est Natacha, l'hôtesse de l'air, c'est Lulith, cette pauvre châtelaine malade, Yoko Tsuno, qui est peut-être la première femme vraiment présentée comme une figure imitable ou admirable. Et donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps, et à partir de là, on sent bien qu'il y a dès l'origine un problème dans cette sous-représentation de la femme, ou cette représentation de la femme de manière caricaturale, qui correspond en même temps aussi à une autre sous-représentation, cette fois-ci de la femme dans le milieu professionnel même de la bande dessinée. Et cette sous-représentation, cette espèce de mépris dans lequel la femme est tenue, c'est à la fois le mépris de la lectrice, puisque au fond la bande dessinée pendant longtemps c'est considéré comme, je vais en reparler, comme une forme destinée avant tout à un lectorat masculin, mais aussi des femmes qui interviennent dans le monde de la bande dessinée, et elles interviennent soit comme dessinatrices, soit comme scénaristes, soit comme coloristes. Et pendant pas mal de temps, c'est plutôt les coloristes qui seront, où on aura une représentation, on va dire, à peu près normale de la femme, sachant simplement qu'elles ne sont même pas signalées, généralement, dans les pages de titres, comme si elles n'existaient pas en tant que telles et qu'elles ne jouaient qu'un rôle complètement subalterne. Donc, cette sous-représentation, elle a duré tellement longtemps qu'il y a très peu de temps, au Festival d'Angoulême, il y avait eu un scandale en disant que ça suffisait de ne jamais envisager les femmes comme des auteurs ou des autrices à part entière, et demandant à repenser complètement le jury même qui donnait le grand prix du Festival d'Angoulême. Donc, c'est un problème qui dure tout au long, depuis la naissance de la bande dessinée jusqu'à aujourd'hui. Mais je dirais que les femmes n'ont pas été les seules à être souvent mal ou insuffisamment représentées dans la bande dessinée. En fait, on peut dire que pendant très longtemps, l'homosexualité, vous allez voir que je vais lier les deux questions assez vite, l'homosexualité aussi a représenté un problème. Et ça représentait un problème d'autant plus que, aussi bien la bande dessinée franco-belge que les comics américains ont très vite présenté des couples d'hommes, mais sans jamais reconnaître l'existence ou la possibilité de relations amoureuses entre eux. Alors, on les voit vivre ensemble, c'est le cas par exemple de Batman et Robin, qui dorment même dans le même lit, où on voit les Dupont qui
Dupondet, Dupontet, on pense souvent que ce sont des frères jumeaux, mais pas du tout, ce sont deux hommes qui viennent de deux familles différentes, avec deux noms de famille différents, mais qui ne peuvent absolument jamais exister l'un sans l'autre. Mais en fait, ça conduira à des scandales. En 1954, par exemple, le psychiatre Wertham publiera un livre qui s'appelle Seduction of the Innocent, où il accusera très clairement les comics en fait de diffuser une image positive de l'homosexualité de manière insidieuse et en prenant justement comme exemple Batman et Robin. Depuis, on a eu beaucoup de parodies, de retours là-dessus, et notamment particulièrement ces dernières années, où on a vu surgir des albums parodiques montrant Tintin et le capitaine Haddock entretenant une relation amoureuse. Goscinny lui-même, dans les années 60, avait tout à fait conscience du risque qui pouvait découler de l'existence permanente, enfin, de la cohabitation continue d'Obélix et d'Astérix, et il avait introduit la belle Falbala en 66 en montrant Obélix tombant amoureux de Falbala dans Astérix Légionnaire, pour justement ne pas prêter le flanc à des attaques sur les relations étranges de ces deux hommes qui vivent ensemble en permanence. Alors, on va dire que la bande dessinée contemporaine, elle s'est emparée de cette double carence, c'est-à-dire à la fois de la question de la femme qui serait réduite à faire valoir, mais aussi de l'homosexualité refoulée qui existerait jusque-là dans beaucoup de bandes dessinées, pour en faire un double cheval de bataille. Et pour bien comprendre tous les enjeux, je vais remonter maintenant vraiment aux origines du 9e art. En fait, il est difficile de déterminer exactement quel a été le public de ces premières formes de bande dessinée. Et on sait que Töpfer a inventé sa littérature en estampes, c'est le nom qu'il lui donnait, pour rendre ses leçons de morale plus séduisantes aux élèves de l'école pour garçons qu'il avait fondée à Genève. Et en fait, la circulation de plus en plus large de ces albums, et très rapide, a forcément conduit à des lectures féminines. Mais il n'en reste absolument aucun témoignage. Et David Kunzel, qui est un des plus grands spécialistes de l'histoire de la bande dessinée, d'ailleurs pose la question, c'est-à-dire qui était le public des premières bandes dessinées. Töpfer vise des enfants un peu âgés, des adolescents, des adultes qui auraient gardé un cœur d'enfant. On peut imaginer en fait que dans les familles, on se réunissait autour des albums, on les lisait à plusieurs, comme on lisait à l'époque les romans de Dickens en Angleterre, et qu'on s'amusait en fait de ces aventures. Les sœurs et les mères étaient donc sans doute à l'intérieur de ces cercles, mais jusqu'à quel point avaient-elles le droit de lire ces livres et d'intervenir? Alors cette question de la place de la femme par rapport à la caricature, par rapport à ces albums des origines, elle se pose d'autant plus qu'on ne connaît au XIXe siècle qu'une seule femme caricaturiste pour l'ensemble de l'Europe et des États-Unis, ce qui est quand même absolument rien. Elle s'appelait Marie Duval, c'était une Française qui est allée vivre en Angleterre et qui mène sa carrière dans les années 70. Et en fait, pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'intervenir dans la caricature, n'ont pas le droit du coup de participer aussi à la bande dessinée? C'est parce qu'elles souffrent déjà, vous le savez bien, de multiples handicaps dans l'ensemble des champs artistiques au XIXe siècle. Mais dans le cas de la caricature, c'est encore multiplié. Parce que la caricature est considérée fondamentalement comme une profession masculine. C'est une branche absolument essentielle de la presse du XIXe siècle et elle fournit d'ailleurs un moyen de subsistance à beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à vivre simplement de leur peinture ou de leur dessin. Mais donc tous sont des hommes, sauf Marie Duval. Et ça n'est pas très difficile de le comprendre, parce que l'idée de la nature féminine entre en antithèse avec l'idée de caricature, qui est toujours pensée comme une activité polémique, agressive et critique. Et donc la femme est en quelque sorte interdite de ce champ-là par sa nature même qui serait supposément irénique et placide. Et donc ça c'est un premier problème. Et deuxième problème, Marie-Ève Terranti a montré comment la lecture de la presse elle-même est aussi sujette à une répartition très précise entre des parties qui sont réservées aux hommes dans le journal et d'autres qui sont réservées aux femmes. Je la lis. Dans le journal quotidien au XIXe siècle, les rubriques et leurs frontières renvoient d'une manière normée et prescriptive à une sexuation du journal, qui reproduit les mêmes divisions que la société, en définissant un espace public plutôt masculin et en marge, un espace privé plutôt féminin. Donc les rubriques politiques et diplomatiques s'adressent plutôt aux hommes, tandis que la part du journal qui concerne la maison, l'intimité et la mondanité est plutôt destinée aux femmes.
Et ce clivage peut aussi se révéler décisif dans le partage des différents régimes temporels. Aux hommes, l'exceptionnel, l'événement, aux femmes, l'itératif, le banal, le prosaïque. Les rubriques sont donc souvent marquées grâce à des indicateurs de genre extrêmement précis, des descriptions de destinataires assez prescriptives, censées éviter tout défaut d'aiguillage. Donc je continue ce que dit Marie-Ève Terranti. Donc ces contrats de lecture, vous voyez c'est écrit sur la diapositive, voilà, là voilà. Donc ces contrats de lecture peuvent être parfois doublés de prescriptions internes au foyer familial, comme le prouve cet extrait de Peau-Bouille de Zola, où Angèle, âgée de 15 ans, lit la Gazette de France par-dessus son Histoire sainte. Angèle, dit-il, que fais-tu là? Ce matin, j'ai barré l'article au crayon rouge. Tu sais bien que tu ne dois pas lire ce qui est barré. Papa, je disais à côté, répondit la jeune fille. Donc on peut en déduire que les publications spécialisées dans la caricature, avec des caricatures qui deviennent très politiques dès les années 1840, et où apparaissent aussi les premiers feuilletons en bande dessinée, notamment sous la plume de Nadar, qui deviendra par la suite un très célèbre photographe, eh bien, étaient lus par un public essentiellement masculin. Et donc on a une opposition frontale entre deux manières d'être au monde, et qui est parfaitement mise en lumière par la représentation qu'en donne Alfred de Musset dans son seul essai à usage privé de bande dessinée, inspiré de Töpffer vers 1840, la diapositive suivante. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette bande dessinée de Musset, utilisant George Sand comme personnage? Vous voyez que George Sand, la femme écrivain par excellence à l'époque, et donc s'y trouve très soigneusement dépeinte, sous les traits d'une raffinée Indiana, hein, la plume à la main, alors que l'homme qui vient lui demander conseil porte un appendice nasal monumental, éminemment phallique et grotesque, en même temps qu'il pose sur la table, hein, et cet appendice, il le pose sur la table, et ça relève d'une caricature extrêmement outrée. Alors, on sait bien que la déception, d'ailleurs, peut s'exprimer en français par le biais de l'expression « avoir le nez qui s'allonge », ce qui explique le calembour visuel, hein, puisque ce pauvre homme n'arrive pas à épouser la femme qu'il aime, et donc il vient demander de l'aide à George Sand. Mais c'est surtout l'opposition de style qui frappe. Hein. On a deux espaces réservés, un pour la femme, un pour l'homme. Deux modes de lecture, deux modes d'écriture, deux modes de dessin. Et de fait, George Sand ne sera jamais caricaturé à l'intérieur de cette bande dessinée. Alors peut-être que Musset avait un peu peur aussi, éventuellement, des réactions de George Sand elle-même. Mais elle est toujours représentée comme une femme fort belle, avec de grands yeux sombres, des bandeaux arrondis, une bouche pulpeuse, mais aussi un sabre à la main. Et c'est cette question tout de suite qui apparaît d'une femme certes représentée comme un idéal de beauté, mais qui en même temps assume des symboles d'ordre masculin qui va nous intéresser. En fait, on voit bien, parce que je vais y revenir, alors, on voit bien qu'il y a trois solutions voilà, qui se proposent donc pour l'auteur de bande dessinée de l'époque. La première, c'est de jeter la femme en pâture au public masculin en la soumettant à la caricature. Et le plus souvent à travers des types qui sont immédiatement reconnaissables, c'est-à-dire la ménagère, la grande dame, la vieille fille, etc. La deuxième, c'est de faire semblant de la respecter à travers une forme de pseudo-idéalisation ou d'effacement pudique. Mais à ce moment-là, la question est de savoir si ce traitement, qui lui interdit en fait toute réelle intégration au tissu graphique, qui la rend hétérogène, n'est pas encore plus dommageable que la première solution. Et la troisième solution, c'est de s'inspirer du théâtre shakespearien ou du théâtre farcesque pour interroger, alors de façon comique cette fois, la différence apparemment irréductible entre le masculin et le féminin en représentant des effets d'inversion de rôle, des flottements de genre, et notamment en donnant des attributs masculins aux femmes ou en déguisant les hommes en femmes, les femmes en hommes, etc. etc. Donc dès le départ, on va avoir cette question du déguisement, mais c'est la troisième solution. Alors je commencerai par la question de la caricature et de l'idéalisation. Alors, de ce point de vue-là, le modèle de la représentation caricaturale de la femme, c'est bien sûr la femme laide, au trait, alors justement, souvent masculin. C'est-à-dire que le masculin rentre du côté de la femme née en la masculinisant pour la rendre grotesque, ridicule, laide. Comme par exemple, bien sûr, en littérature, la grande Nanon dans Eugénie Grandet. Et à cette masculinisation, cette virilisation forcée, eh bien, correspond aussi souvent une extrême naïveté qui confine souvent à la bêtise, comme qu'on retrouverait dans La Félicité d'une histoire simple de Flaubert. Donc si vous associez les deux, ça vous donne quoi?
l'anti-modèle finalement, qui est là, souvent d'ailleurs en plus la servante, et que l'on va retrouver dans les premières bandes dessinées destinées explicitement à un public de jeunes filles et de petites filles, dans la Semaine de Suzette, à partir de 1905, c'est-à-dire, vous l'avez déjà imaginé, Bécassine, hein, cette fameuse servante bretonne. Et en fait, ces bandes dessinées pour filles hein, qui apparaissent donc, au début du XXe siècle, eh bien, elles reprennent à leur compte la mission moralisante hein, qui est celle de Töpffer aux origines, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à la petite fille à bien se comporter via cet anti-modèle qu'est Bécassine. Et c'est de fait l'ensemble de la société, sexe confondu, qui abuse des clichés péjoratifs dominants associés aux femmes. Alors on en a de beaux exemples, bien sûr dans le dictionnaire des idées reçues, je ne peux pas m'empêcher de reprendre ces exemples-là, de Flaubert, hein, filles, vous le voyez, les jeunes filles, évitez pour elles toute espèce de livre, articulez ce mot timidement. Femmes de chambre, plus jolies que leur maîtresse, connaissent tous leurs secrets et les trahissent, toujours déshonorées par le fils de la maison. Et pudeur, le plus bel ornement de la femme. Alors, Marie Duval elle-même, c'est la diapo d'après, dont je vous ai dit qu'elle était la seule caricaturiste du XIXe siècle, elle n'est pas tendre pour la genre féminin, et elle aime à déformer tous les corps, masculins ou féminins, comme si elle niait aussi sa propre identité, et que dans la deuxième partie, la deuxième page, elle fait littéralement exploser un corps de femme, bon, et ça c'est intéressant parce que cette idée d'exploser exploser les femmes, elle la reprend chez Töpffer, vous allez le voir bientôt. Alors, on pourrait par ailleurs penser que la séquentialité, qui est quand même spécifique à la bande dessinée, ça pourrait permettre de jouer de l'évolution des personnages, dans le sens d'une amélioration. Mais en fait, il n'en est rien. Et on sait que le 9e art va prendre beaucoup de temps à imaginer en fait une temporalité littéralement des personnages. Regardez Tintin ou Astérix qui ne bouge pas d'un album à l'autre, ne vieillit jamais, ne change pas de caractère. Et donc les personnages traversent en fait la bande dessinée des origines. Souvent ils vivent des expériences très traumatisantes, mais ils en sortent quasiment inchangés. Et c'est d'autant plus vrai lorsque ces personnages sont secondaires, ce qui est le cas de l'immense majorité des personnages féminins. Et Töpffer d'ailleurs est tellement peu intéressé par les femmes qu'il les réduit presque toujours à un rôle stéréotypé en les auréolant ironiquement de mystère. Alors par exemple dans une bande dessinée qui s'appelle Monsieur Vieux-Bois, on voit ce personnage courir après un, et je cite Töpffer, objet aimé qui est totalement insaisissable, hein, qui disparaît en permanence. Et quand Madame Crépin, c'est un autre album qui s'appelle l'histoire de Monsieur Crépin, quand Madame Crépin offre son crâne à tâter au physionomiste Craniose, celui-ci refuse finalement de dire quoi que ce soit de ses découvertes, sans doute parce qu'il n'a rien trouvé à l'intérieur du crâne. Hein, donc vous voyez où... Donc presque tous les albums produits par Töpffer et à sa suite sont des histoires de personnages masculins. Le seul récit centré sur une, et en l'occurrence même deux femmes, dans les origines de la bande dessinée, est écrit par un autre auteur qui s'appelle Cham, et il s'intitule « Deux vieilles filles vaccinées à marier ». Alors, vous aurez retrouvé tout de suite, d'abord le personnage de la vieille fille incasable qui va hanter toute la littérature du XIXe siècle et dont on se moque beaucoup. Et vous admirerez aussi l'utilisation de l'adjectif vacciné qui assimile vraiment les deux jeunes filles à du bétail à acheter. Et donc on voit dès le titre hein, dans cette idée de ramener finalement la femme à un objet de consommation. Hein, mais cette vieille fille aussi, elle constitue souvent l'exemple par excellence de la laideur physique ou morale. Je vous renvoie à La cousine bête, par exemple, de Balzac. Et le désir d'émancipation, qui est comparable d'ailleurs à ce qui se produit à la même époque aux États-Unis, apparaît chez certaines célibataires féministes avec la Révolution de 1848, va être aussi systématiquement moqué. Je vous renvoie cette fois-ci au personnage de la Vatnasse dans l'éducation sentimentale, et en plus il reste rare hein, bien sûr dans la bande dessinée du 19e siècle. Il se réduit essentiellement au personnage de Bas Bleu, dont Daumier va livrer des caricatures très cruelles. Voilà un bel exemple, hein, de Bas Bleu, vous voyez, très maigre, maladive, s'admirant dans le miroir. Et Barbé d'Aurevilly, d'ailleurs, associe ces bas bleus au désir de devenir autrice. Et je cite Barbé d'Aurevilly, « Ce fut à dater des romans de Madame Sand qu'on vit pulluler toutes sortes de livres en prose et en vers, écrits par des plumes féminines sur l'inégalité des conditions entre l'homme et la femme, et que le bas bleu apparut. » Alors, je ne vais pas parler longuement du Bas Bleu, il est bien connu ce personnage, je prendrai simplement sa représentation à la bande dessinée, justement toujours chez Cham.
dans son adaptation de Télémaque de Fénelon, hein, qui est inspiré, bien sûr, le Télémaque inspiré de l'Odyssée, et Cham va jouer aussi avec les images de l'Odyssée, eh bien Cham va choisir de représenter Nausicaa sous les traits d'un bas bleu. Et c'est la première figure qui apparaît à l'ouverture de l'album, et on peut s'interroger sur ce retournement burlesque dans la mesure où la nymphe qui est représentée sous ces traits est présentée au contraire comme une beauté exceptionnelle avec des pouvoirs de séduction incroyables. Et Calypso sera doté dès la deuxième page, je cite Cham, d'une intelligence napoléonienne, ce qui sous la plume d'un royaliste comme Cham n'a rien d'un compliment non plus, il ne faut pas l'imaginer comme ça. Donc on voit bien que le principe même de l'adaptation littéraire, dans le cas du Télémaque, c'est une des toutes premières de l'histoire en bande dessinée, eh bien, conduit par un phénomène qu'on pourrait qualifier de métonymique à un glissement au fond du caractère livresque de l'album, littéraire de l'album, vers le personnage qui l'ouvre et qui est aussi un personnage associé à la littérature. Et donc finalement Nausicaa porte par ce physique ingrat à la fois son appartenance à la haute culture, plus ou moins poussiéreuse, et dont Cham va abondamment se moquer, que son incapacité à retenir Ulysse, comme le sont les bas bleus qui n'arrivent jamais, bien sûr, à vivre de relations amoureuses, puisqu'elles sont enfermées dans leur livre. Alors, les deux vieilles filles, je reviens à mes fameuses deux vieilles filles de Cham, elles ne sont en fait pas typées comme des bas bleus, c'est la diapositive suivante. Les voilà. Cham choisit plutôt d'utiliser une opposition burlesque qui est bien connue entre deux physiologies opposées. Donc l'une de haute taille et particulièrement maigre, contre une autre de petite taille et dotée d'embonpoint. Et ça rappelle bien sûr le contraste célèbre entre Don Quichotte et Sancho Panza, qui va être popularisé beaucoup à cette époque par les gravures de Gustave Doré, ou encore certaines peintures de Daumier. Et on retrouvera bien sûr cette opposition burlesque après avec les personnages de Laurel et Hardy, ou encore avec Astérix et Obélix, même s'il y a une évolution, puisqu'il y a un renversement de taille et il y a un jeu justement avec ce couple de Laurel et Hardy. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans l'album en question, de ces deux vieilles filles, c'est moins ce qu'il apporte de nouveau dans la représentation du féminin, puisqu'on est toujours dans la caricature, mais plutôt dans la façon dont Cham va exploiter de façon ironique certaines caractéristiques du statut imposé à la femme dans la société bourgeoise de l'époque, qui avait des comportements bien sûr très codés. Alors, dans l'album que Cham consacre à un artiste incompris, qui s'appelle Barnabé Gogo, qui va être condamné à devenir caricaturiste parce qu'il n'arrive pas à se plier au canon de la peinture du temps, Cham présente une exposition des travaux d'élèves. Voilà. Et ces travaux d'élèves, eh bien, dans ces travaux d'élèves, un des travaux est particulièrement intéressant parce qu'il montre l'originalité naïve du jeune dessinateur. On y voit, à gauche, vous le voyez, une reprise caricaturale, donc sobrement intitulée « Une femme », d'un tableau qui a marqué les esprits de l'époque et qui s'est très vite fait connaître dans les milieux artistiques par sa radicalité et qui s'appelait « Venus Rising from the Sea ». A Deception. Ce tableau il a été exposé à Philadelphie puis à Boston par un peintre qui s'appelait Raphaël. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que son nom est écrit avec deux LE à la fin. Donc Raphaël Peel, mais c'était un prénom masculin, dans les années 1820. Et il va immédiatement être beaucoup reproduit en gravure. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un corps de femme, apparemment nu, et qui est presque entièrement dissimulé par un drap tendu sur un fil de façon lâche et qui n'est pas en trompe-l'œil. Alors, ce qui caractérise diapo suivante, ce qui caractérise le tableau, c'est qu'en fait, il reprend une gravure célèbre, qui elle-même vient d'un tableau du XVIIIe siècle, et il, en fait, dissimule le corps féminin. Ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il remet en cause la façon dont l'art a abusé du nu, au bénéfice d'un public masculin qui ne pouvait finalement assouvir ses pulsions scopiques qu'à travers des peintures mythologiques et d'histoire. Mais en même temps, ce que fait Peel, c'est qu'il se moque des pudeurs extrêmes qui ont conduit à l'époque, dans les années 1820, 30, 40, les nouveaux puritains américains à recouvrir de draps les tableaux de nus dans les musées ou dans les intérieurs. Donc la reprise ironique par Cham de cette Deception pose immédiatement les limites qui seront celles de la bande dessinée face au corps féminin dénudé. Et en même temps, les problèmes que soulève la représentation du féminin dans une œuvre caricaturale en général.
Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'en jouant de façon ironique de la pudeur qui est réclamée par un très large pan du public, et notamment le public féminin, Cham va pousser, en fait, dans ses derniers retranchements, le 9e art, alors juste qu'il vient juste de s'inventer. Comment il le fait? Déjà, dans un premier temps, il va imiter, de façon ironique, un type de livre illustré qui était très à la mode depuis le début du siècle, et qui avait été remis au goût du jour par Philippon, l'éditeur justement de Cham. Ces livres, c'était des livres qui se présentaient sous la forme de portes et de fenêtres, qu'un découpage permettait d'ouvrir pour découvrir derrière des scènes de tous ordres, mais la plupart du temps érotiques, voire pornographiques. Alors, Cham reprend ce principe des portes et des fenêtres, vous allez le voir, avec mes 2 vieilles filles, mais de façon, bien sûr, déceptive, puisqu'on se retrouve devant 2 portes fermées, qui correspondent en fait aux 2 corps qu'on ne verra pas, et qui sont des corps qu'on peut imaginer en chemise de nuit ou quasi dénudés, puisque c'est les chambres à coucher. Et Cham, en fait, va donc épurer le dispositif voyeuriste en le rendant déceptif, et il écrit en plus sur les portes, alors qu'on est à l'intérieur de la maison, le public n'entre pas ici. Alors ça n'empêche pas d'ajouter une touche comique en variant la largeur des 2 portes, qui correspondent en fait aux 2 corps qu'on peut à partir de là imaginer sans les voir. Et si on reprend la définition que donne Agamben du mot dispositif, vous savez qu'il a emprunté à Foucault, je reprends cette définition, le dispositif, c'est tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. On voit très clairement comment on est là en face d'un dispositif, dans la mesure où il fait de sa planche une sorte de dispositif au carré. D'une part, il va annuler la liberté du lecteur de voir ou de ne pas voir ce qui est derrière les portes, mais en même temps, il va affirmer la capacité supérieure de la bande dessinée du 9e art à suggérer en usant du manque. Dans la droite file de Töpfer, qui affirmait que sa littérature en estampes serait fondamentalement un art de la lacune. Mais ce faisant, il va aussi nier au lecteur masculin le droit de voir quand il le désire et d'être finalement l'esclave de celui du dessinateur et de l'auteur. Et dans un second temps, Cham va radicaliser le procédé visuel d'empêchement du voir en vidant entièrement la représentation. C'est là. Vous voyez qu'on a 2 cases, l'une dans laquelle on voit un fragment de table et une autre vide. Alors, c'est une des premières cases blanches de l'histoire, elle arrive très très tôt, puisque vous voyez, on est dans les années 1840. Alors, le prétexte à cette innovation, c'est la décence. Le commentaire, c'est « Ces dames se trouvant à table, je craindrais de les faire voir au lecteur de peur de les déranger ». Et Gustave Doré proposera lui aussi, dans les années qui suivront, des cases blanches dans son histoire de la Sainte-Russie, en proposant au lecteur de figurer des faits incolores sans accabler, parce que Doré refuse d'accabler le lecteur de dessins trop ennuyeux. Et vous voyez que le jeu de mots sur l'adjectif incolore, qui désigne au sens propre le blanc de la case et au sens figuré bien sûr l'indigence d'un contenu s'il fallait le mettre, fonctionne très bien pour Cham. En fait, la non-représentation ici a bien moins à faire avec ce qui pourrait avoir d'indiscret, la représentation de femmes en train de manger. Il n'y a rien d'obscène quand même à montrer des femmes en train de manger, que en plus on ne leur fait pas de cadeaux la plupart du temps par ailleurs, que de pointer la vacuité de beaucoup de représentations et de descriptions romanesques de dîner ou de déjeuner, de sorte qu'au fond, les femmes font moins l'objet de la satire en tant que telle qu'en tant que personnages de séquences inintéressantes de la littérature qui permettent de gonfler les livres à peu de frais. Et cette idée de la bande dessinée utilisant finalement les moyens du dessin comme pour régler des comptes avec la littérature et les manquements de la littérature, on le retrouvera quand Cham adaptera Les Misérables un petit peu plus tard dans le siècle. Enfin, Cham va reprendre aussi, en le plongeant dans un contexte bourgeois, la Vénus voilée de Pyle, dans un geste extrêmement burlesque, où femmes et hommes se retrouvent dissimulés derrière de grandes serviettes de table et réduits à être semblables car pareillement invisibles.
Et on voit bien que le dispositif en 2 cases permet de créer des effets passionnants et radicaux de disparition-apparition, mais aussi de rapprochement des deux, du masculin et du féminin. Et en fait, on voit bien que c'est tout l'album qui laisse déjà percevoir une sorte de jeu de variation continue autour de la représentation par l'absence, qui va se conclure par une dernière possibilité, c'est celle de la disparition en fumée de ce qui n'a pas d'autre existence que d'être un prétexte à réflexivité. En fait, le gentleman finit par n'être littéralement plus que l'ombre de lui-même, et vous voyez cette espèce d'évaporation de la figure masculine qui va caractériser aussi l'album. Ce qui fait que cet album, qui semble être une longue caricature de règlement de compte avec 2 femmes montrées comme grotesques, eh bien, est en fait un album sur la possibilité de faire disparaître ou de travailler avec le blanc, avec l'absence, et de faire disparaître le corps masculin au bénéfice finalement, alors de quoi? Ça c'est le problème, parce que on ne va pas pour autant voir esthétiser ou magnifier finalement le corps féminin, c'est pas du tout non plus l'objectif. Alors très récemment, Anne Simon a semblé reprendre les 2 personnages de Cham dans son album Gousse et Gigou. J'y vais enfin, vous allez me dire, mais rien a mis du temps à arriver à l'aujourd'hui. Parce qu'on a vu dans les 2 sœurs, vous les voyez là, plutôt un hommage à Ficelle et Boulotte, qui était une paire d'adolescentes très célèbres de la littérature jeunesse dans les années 60. C'était la série Fantomètre, qui existe toujours, qui a été créée par Georges Saulet. Et Fantomètre est d'ailleurs une des premières œuvres de la littérature jeunesse qui propose vraiment une héroïne féminine dans laquelle aussi bien les garçons que les filles puissent s'identifier. Alors là, il est difficile de savoir, parce que je n'ai pas pu discuter avec Anne Simon, si effectivement elle connaît l'album de Cham, qui est très facile à trouver en ligne, et puis il y a eu des expositions, on a pu voir apparaître certaines planches, etc. Ou si c'est Fantomètre, ou les deux, ou si même, pourquoi pas, rêvons que Georges Saulet s'est inspiré de Gousse et Gigot pour créer de nos deux vieilles filles vaccinées, pour créer son Gousse et Gigot. Mais ce qui est intéressant simplement, c'est que bien sûr la reprise de ce couple de filles finalement qui semble très difficile à marier, apparaît comme un moyen, là encore, de régler un certain nombre de comptes. D'abord, en fait, il s'agit à nouveau de 2 sœurs qui cherchent à trouver une place dans le monde. Mais bien sûr, ce que va faire Anne Simon, c'est qu'elle va donner à cette histoire une inflexion, cette fois-ci nettement féministe, puisque ces 2 sœurs, contre vents et marées, et souvent au prix de meurtre, vont réussir à prendre leur destin en main. Et au passage, elles vont refuser la vie de famille. Alors la planche que vous avez devant les yeux est très révélatrice de ce point de vue-là, parce qu'elle survient juste après le meurtre par Gousse de son amant fiancé. Et elle éradique le modèle petit bourgeois traditionnel du mariage, qui était le cœur justement des 2 vieilles filles à marier, bien sûr. Et elle est construite de manière très efficace. Vous voyez que vous avez une première case qui reprend la différence de taille entre les 2 sœurs, en la démultipliant de façon matérielle par le décor en arrière-plan. Parce que vous voyez qu'à l'arrière-plan, vous avez un effet de symétrie avec 2 formes qui reprennent la différence de taille. Donc on sent bien que c'est très important à ce moment-là de montrer la différence entre la position suppliante de la plus petite des 2 et la position finalement décidée de celle qui mène la danse et qui est devant. Et les 2 autres cases, justement, elles vont donner de plus en plus d'importance à Gousse pour finir par la dépeindre de profil comme une face de médaille antique. Avec en plus, vous voyez, un changement brutal de couleur en passant du bleu ciel, une espèce de couleur un peu finalement éthérée, à un fauve qui renverrait à une sorte de sauvagerie, une affirmation sauvage finalement de la féminité. Et à cet agrandissement symbolique correspondent les 2 bulles qui se placent en haut et en bas de la verticale et qui vont décréter la révolte définitive de la jeune femme. Finalement, la vie de famille, c'est pas pour moi. Et au-dessous, et je m'en fiche d'avoir un mari, et ça m'emmerde de devoir me balader avec lui tous les dimanches. Et c'est tout le projet des 2 vieilles filles à marier qui se trouvent ainsi brutalement, totalement biffées. Au fond, au lieu de s'effacer comme le font les vieilles filles ou tous ceux qui les entourent, une espèce de blanchiment, comme si au fond la vie bourgeoise était de toute façon destinée à l'anéantissement, eh bien on a au contraire la volonté d'une affirmation, d'une visibilité face aux hommes, que d'ailleurs les 2 jeunes filles vont faire disparaître concrètement par leurs actions. Et vous voyez que le moi qui finit la première réplique
devient un je-sujet au début de la seconde, et lorsqu'il redevient objet, avec le N apostrophe, c'est dans une construction qui sert à rejeter brutalement et grossièrement, je renvoie aussi toujours à la question de la pudeur, etc., toute loi extérieure, donc qui serait fondamentalement masculine, ça m'emmerde de devoir. Alors, je finis, je suis un peu long, pardon, mais je passe à un deuxième temps. C'est la question du masculin et du féminin, cette fois-ci, dans la possibilité de leur inversion. Si on revient au récit dessiné de Musset, dans la case qui suit la confrontation violente entre les deux styles de représentation, eh bien, lorsqu'il s'agit donc de lancer une contre-attaque contre le peu d'empressement des dames à marier leurs filles, c'est George Sand qui part en guerre en portant les éperons et le sabre du chevalier qui est prêt à en découdre. Alors Susan Sontag voit dans le développement de la caricature au XVIIIe siècle une des premières manifestations de la naissance de ce qu'elle appelle le camp. Or si, je la cite, camp is the triumph of epicene style, donc le triomphe d'un style épicène, hein, d'une espèce de neutralisation des différences masculin-féminin, la convertibilité de l'homme et de la femme. La question n'est pas why travesty, impersonation, theatricality, donc pourquoi travestissement, théâtralité, etc. La question est plutôt quand est-ce que le travestissement, le changement de sexe, la théâtralité, etc., quand est-ce que ça acquiert alors elle dit le monde de flavor, mais vous voyez une espèce de goût qui serait celle du camp. Alors les possibilités qu'elle va proposer pour différencier bien le travestissement, on va dire, banal de ce qui serait le travestissement camp, c'est la naïveté, c'est le fait que celui qui fait ça ou celle qui fait ça y croit, ou encore un positionnement à la frontière entre la parodie et l'autoparodie, ou encore quelque chose de démesuré dans l'ambition qui rate en partie, mais qui échappe aussi à toute prétention. Et là, on a un lien très fort, bien sûr, vous voyez, avec le camp, avec le kitsch. Alors, on pourrait dire que dès l'origine de la bande dessinée, il y a quelque chose de camp dans les scénarios des bandes dessinées, parce que les personnages des premières bandes dessinées vivent des histoires complètement extravagantes. Et pour autant, on peut dire que Töpfer reste résolument convaincu de la beauté, de l'intérêt de ce qu'il dit, du caractère moral de ce qu'il montre. Et donc c'est un peu difficile de parler de camp pour lui. En revanche, pour Cham, la question se pose de manière beaucoup plus claire, parce que Cham a vécu lui-même une vie camp, entre guillemets. C'est un aristocrate au départ, et un aristocrate qui s'est volontairement déclassé, qui a refusé toutes les prérogatives qui allaient avec la noblesse, et qui a épousé sa servante, et vécu une vie tellement en marge de la société, que toutes ses œuvres n'étaient même pas commentées, parce que finalement la personne avait fini par marginaliser la création même qu'il proposait. Donc on l'admirait, mais en même temps, la critique sérieuse ne s'est jamais intéressée à ce qu'il faisait, même quand il s'est attaqué à la littérature. Alors si je reviens à la question du camp, ce qui est au fond le plus camp du camp, c'est l'affirmation épicène, donc du flottement entre le masculin et le féminin. Or le culte de l'androgynie qui caractérise le début du XIXe siècle n'est pas camp, parce que les corps exquis de la peinture de Girodet sont trop parfaits en fait pour correspondre à cette esthétique. Et pas plus que ne le seront non plus les jeux de travestissement des écrivains de l'époque, que ce soit Byron qui s'est effectivement aimé s'habiller en femme, vous voyez George Sand en costume d'homme représenté par Delacroix, ou encore Mérimée se faisant passer pour Clara Gazul. Tout ça c'est plutôt finalement des jeux mondains dans lesquels il n'y a pas cet excès qui caractérisera le camp. Alors que dans les bandes dessinées qui sont libérées, parce que justement ce sont des formes qui échappent en fait aux formes traditionnelles de l'art, eh bien on va voir apparaître quelque chose qui effectivement va relever de ce que Susan Sontag appelle le camp. Dans Monsieur Pencil de Töpfer, par exemple, la servante va agir continuellement comme l'homme de la maison. Et vous voyez par exemple, là il prend M. Pencil dans ses bras, comme le ferait un homme à l'époque pour prendre une jeune fille qui se sent mal. Et donc ce type de retournement, en même temps, il est atténué par le fait qu'on a l'habitude de ces servantes qui sont devenues célèbres chez Molière parce qu'elles ont plus de bon sens que les hommes, etc. Je pense à la Dorine Tartuffe, la Toinette, etc. Et Töpfer va pousser ce principe du retournement jusqu'à son comble dans un autre album qui s'appelle Le Docteur Festus.
Dans cet album, les personnages masculins et féminins ne cessent d'échanger leurs vêtements. Alors, c'est déterminé par des aventures, des rebondissements. Mais vous voyez par exemple dans la deuxième case que le maire est obligé de s'habiller comme une femme et devient bien sûr grotesque. Et en revanche, c'est la diapositive suivante, Milady est obligée de revêtir un aspect masculin, et c'est à droite. Et dans ce cas-là, au contraire, elle acquiert une autorité et tous les hommes la suivent comme si elle était effectivement immédiatement dotée d'un pouvoir. On va dire tout ça, c'est un jeu un peu simple, mais ça se complique encore quand le maire est obligé après avoir retrouvé ses habits, est obligé de se déguiser à nouveau en femme, c'est la diapositive suivante, et là, eh bien, on a cette image absolument extraordinaire où on le voit effectivement transformé par cette expérience, puisque le voici, comme le dit le texte, efféminé et heureux de l'être. Et on notera en l'occurrence que Töpfer parodie un tableau de façon scandaleuse pour l'époque, un tableau très célèbre qui est la Vénus endormie de Giorgione. Donc il y a là un phénomène à la fois burlesque bien sûr de jeu avec la haute culture dans un cadre qui lui échappe, mais aussi d'esthétisation de ce travestissement radical, sachant qu'en plus, quand le personnage va redevenir masculin, il va sombrer dans une espèce d'hystérie pseudo-militaire survirile qui va le condamner à mort. Donc, ces ensembles de reversements, et à mon avis, évidemment, campent, notamment dans ce jeu volontairement naïf, avec l'art hérité, en tout cas, l'art des musées. Et ce qui se passe, c'est comparable un peu à ce qu'on trouve dans le cinéma des origines ou dans la série B américaine, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que le caractère non institutionnel de ces formes d'art autorise finalement de dépasser les censures, les autocensures, qui sont celles des arts institutionnels. Alors, tout ceci, en même temps, est toujours vu d'un point de vue quand même masculin, dont on sent bien qu'il est fasciné et terrifié par la possibilité de passer de l'autre côté. Et qui est aussi hanté par la possibilité de l'existence d'une virilité féminine. Et ça sera un autre album de Töpfer, Monsieur Cryptogame, qui va présenter une figure d'Elvire, qui dirige, qui commande, qui se bat, qui a tous les attributs du masculin, au point de faire peur à tous les hommes qui l'approchent. Or, ce que fera Töpfer, c'est qu'il va la faire finalement exploser littéralement à la fin de l'album, comme pour s'en débarrasser, comme pour se débarrasser de cet anti-modèle. Alors là encore, résolument camp, mais résolument terrifiant. Alors je finirai en arrivant au fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'albums reprennent cette question de la transgression des frontières de genre, du trouble entre les genres, et que le sujet est devenu fortement d'actualité. On le sait bien à l'extérieur de la bande dessinée, avec la visibilité de plus en plus forte des drag queens et de la communauté trans, donc on sent bien qu'il y a bien sûr un lien aussi d'actualité, mais il me semble en même temps que la bande dessinée contemporaine est beaucoup dans la redécouverte de tout ce que la bande dessinée des origines pouvait avoir de liberté dans sa représentation, et notamment un certain nombre d'interdits. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si les auteurs et autrices de ces bandes dessinées ont choisi de déplacer la question dans des espaces décalés. Alors, je vais parler de 4 albums là en l'occurrence. Alors, dans Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, on va partir du côté des années folles. Dans Dragman de Stephen Appleby, on va utiliser le monde des super-héros dans une Angleterre complètement dystopique. Dans Peau d'homme de Hubert et Zanzime, on joue avec l'Italie de la Renaissance. Et dans Joe la pirate de Hubert et Virginie Augustin, on parlera de l'Amérique de la première moitié du XXe siècle. Donc on sent bien que ces décalages, ils sont déjà intéressants en tant que tels parce qu'ils posent en fait dans une forme de marginalisation par rapport au monde contemporain la question de la représentation du corps transformé. En fait, les questions qui se posent, c'est jusqu'à quel point d'abord on peut sexualiser un récit, que dit cette représentation de l'état actuel de la société, et méthodiquement d'ailleurs aussi de la bande dessinée, dans sa reconnaissance de ce qui a été considéré jusqu'ici comme une transgression. Et d'ailleurs, 2 de ses œuvres, Mauvais genre et Joe la pirate, mettent en scène des figures qui ont effectivement existé et dont on a des photographies. Alors, dans Roland Barthes, par Roland Barthes, était envisagée, je cite Barthes, une fin heureuse de la sexualité par neutralisation des sexes, et ce, sans refoulement. Et c'est donc d'une certaine façon ce que propose la bande dessinée classique avec ses Tintin ou Astérix. Mais les albums qui nous intéressent ne visent pas à une asexuation,
mais plutôt à la libération d'une dimension de l'être qui va s'épanouir via le retournement des codes vestimentaires et des comportements genrés. Au fond, revêtir les habits ou la peau de l'autre sexe va systématiquement donner des pouvoirs, et c'est ce que les drag queens d'ailleurs n'ont de cesse d'affirmer. Si je reprends donc pour finir mes quatre œuvres, donc on remonte, je n'ai pas fini avec les diapos, excusez-moi. Dans la première, Mauvais genre, on voit dans la planche que j'ai choisie, comment le personnage de Paul, qui est à un moment décisif de l'album, puisqu'il vient de renoncer à se travestir, et donc de s'enfermer dans le sexe masculin. C'est quelqu'un qui a essayé d'échapper à la guerre de 14-18 en se déguisant en femme, avec sa compagne, enfin sa femme justement, qui est complice. Et donc à un moment donné, la guerre est finie, il redevient un homme. Or, vous le voyez dans la deuxième planche qui fait face, il est hanté littéralement par la femme qui est en lui et qu'il a nié désormais. Et ce que va Chloé Cruchaudet joue avec des diagonales qui font le lien finalement entre l'espace bourgeois normé qui se déforme progressivement avec l'invasion du corps féminin, et bien sûr sur un contraste aussi très violent de couleurs entre le gris dominant et le rouge, du rouge à lèvres, du vernis, etc., qui apparaît par touche et qui est comme la trace effectivement de cette violence, de ce désir, de ce bonheur qui est d'être femme, de devenir femme. Dans le deuxième cas, un deuxième exemple, c'est l'Angleterre dystopique de Dragman. On a là, dans ces deux planches, en revanche, la scène où Dragman, c'est-à-dire c'est un homme qui devient un super-héros quand il s'habille en femme, choisit de renoncer à devenir Dragman et donc revêt une fois pour toutes les habits masculins. Alors ce que fait Appleby, c'est d'utiliser un système très simple de toutes petites vignettes. Dans la page de gauche, vous avez l'invasion par le héros du discours de l'autre, de ce discours normatif qui le condamne dans sa spécificité finalement de drague et de trans, entre guillemets, parce que par la suite il y a une volonté même de devenir carrément trans. Et donc le point de vue négatif des hommes envahissent la page et il va donc renoncer de manière très symbolique à ses habits de femme en les mettant à la poubelle pour rentrer dans le rôle qui lui est donné par la société. Et il y a un décalage très pathétique finalement à la fin entre ces images finalement de plaisir, de bonheur bourgeois et la présence en arrière-plan continuellement de ce désir affirmé par le récitatif, de redevenir, de continuer à être femme. Et donc on pourrait dire d'ailleurs que là on a vraiment une bande dessinée camp dans la naïveté revendiquée, une naïveté revendiquée de la représentation, du dessin, du texte, et qui devient profondément émouvante. A l'inverse, l'héroïne de Joe la pirate, Marion Barbara Carster, choisit de vivre toute sa vie travestie, et à un moment donné dans l'album, elle va arborer triomphalement des sous-vêtements féminins sur ses habits d'homme dans les rues de Miami, dans la Miami des années 30, par pur plaisir transgressif. Et vous voyez que la fluidité du dessin, la mise en page, rend compte de cette liberté joyeuse qu'elle prend à faire un travestissement des attributs de son sexe biologique et à jouir du pouvoir qui en découle. Et donc là, on n'a rien de camp non plus, dans cette vision finalement complètement irénique de la liberté dans le choix du genre, bien avant finalement notre période contemporaine. Et à mi-chemin, on trouvera finalement de ces modèles, malheureux ou heureux, on va trouver Podum, qui va creuser la possibilité shakespearienne d'un retournement continu des sexes. Puisque l'héroïne existe en femme, en homme, en femme déguisée en homme, et ces pratiques sexuelles ne sont pas en reste puisqu'elles parcourent l'ensemble du spectre de la masturbation en homme, à la défloration en épouse, jusqu'à la sodomie d'homme à homme et de femme à homme. Donc tout est possible, on est vraiment dans une espèce de forme de pansexualité absolue. Alors bien sûr qu'on joue avec le conte de fées, et c'est par hasard si Podum résonne avec Podane,
autre grand récit de travestissement, mais cette fois-ci qui posait la différence entre l'humain et le bestial et l'animal. Mais en fait, on a une apparence de conte de fées aussi stylistiquement par le choix d'un dessin qui est tout fait de rondeurs, de couleurs adoucies, et qui correspond finalement, qui ne correspond pas du tout à la violence qui est celle, au contraire, du récit de Hubert. Donc, en fait, Hubert, qui a écrit par ailleurs des bandes dessinées sadomasochistes, inscrites très, très clairement dans le monde du gay, eh bien, vous voyez, choisit un dessinateur, de travailler avec un dessinateur qui va, en quelque sorte, dialoguer avec lui dans un rapport qu'on pourrait croire antithétique, mais qui en réalité est totalement complémentaire. Et en fait, la découverte de l'homosexualité de son époux par Bianca dans la peau de Lorenzo devrait la condamner à l'insatisfaction, au malheur, comme la plupart d'ailleurs des mariages arrangés hétérosexuels qui figurent à l'intérieur de l'album. Mais au contraire, changer de peau, d'identité sexuelle, apparaît comme une école de libération de soi et à travers soi de la société tout entière. Et dans la planche que je vous présente, on voit bien comment, invité dans son atelier par Pecorino, qui lui-même vit la plupart du temps travesti en femme, Bianca va arborer le corps de Lorenzo contre toutes les convenances et affirmer symboliquement sa liberté à travers un tableau d'envol qui fait allusion à l'aigle noir de Barbara, mais via le mythe de Ganymède. Et vous voyez que l'organisation des deux pages qui vont se faire face d'ailleurs, il y aura un contraste entre un espace régulièrement quadrillé et une page envahie par le blanc, puis s'ouvrant à l'espace du tableau qui signifie l'expérience hors norme que vit Bianca, sans le carcan de l'identité sexuelle imposée, et affirmant donc sa fluidité. Et je finirai, donc là on a une ambition démesurée, mais qui réussirait d'une certaine manière, pour revenir à ce que disait Suzanne, et la question autour de Suzanne Sontag et autour du camp. Donc ce terme de fluidité, pour finir, qui est en train de s'installer comme une alternative aux séparations genrées trop rigides. Je vous renvoie par exemple à l'héroïne du roman Arcadie, d'Emmanuel Bayanaktam, publié en 2018, qui en est un très bel exemple. Eh bien, ce terme de fluidité, il flirte avec le camp, mais il tend aussi à lui échapper résolument. Il caractérise en même temps très bien l'évolution du 9e art, avec ses formes aujourd'hui extraordinairement diversifiées, entre littérature désormais revendiquée et les arts graphiques sous toutes leurs formes. Là aussi, d'ailleurs, dès l'origine, il y avait une question de genre dans la bande dessinée, et cette question de genre, la bande dessinée a choisi de la régler ou de la résoudre en affirmant aujourd'hui la fluidité absolue, comme notre société est en train de découvrir que la fluidité est une manière aussi d'échapper à l'organisation trop genrée. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour ce passionnant voyage en humanité, en sexualité, en corps et en corps transfuge et transgenre. Vraiment, c'était très très intéressant. Ce que je vous propose, c'est que nous passions directement à l'intervention de Mathilde et qu'on passe aux questions ensuite. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un recueil de poèmes qui est paru cette année, qui s'appelle « Nous sommes maintenant nos êtres chers » de Simon Johannin. Simon Johannin, c'est un très jeune auteur. Il est né en 1993 à Mazamet, dans le Tarn. Et il a été révélé en 2017 par la maison d'édition Alia, qui se propose, en guise de programme, de, je cite, « dérouter un lectorat avide d'autre chose ». Or, lisant Simon Johannin, autre chose s'incarne bel et bien. L'été des Charognes, en 2017, le premier roman du jeune auteur, révélait une prose atypique et gouailleuse. Dans Nino dans la nuit, qu'il co-signe en 2019 avec son épouse Capucine Johannin, le cocasse dialogue initial introduit un roman où l'écriture dialoguée claque, où le récit en clair-obscur dessine le portrait d'une jeunesse borderline qui trafique et fait la fête entre Paris et Bruxelles, après que le personnage éponyme a déserté la Légion étrangère. Je lis juste le début. Paradis, Nino Paradis ? Bordel, c'est qui ta mère, Amélie Poulain ? Qu'est-ce que tu viens chercher ici, Nino ? Tu veux en finir avec ton nom ? Le mec lève pas la tête de mon passeport et comme je lui dis rien, il recommence. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? En 2020, paraît le recueil de poésie « Nous sommes maintenant nos êtres chers », très bref, il compte 97 pages, écrit en vers libre, recueil dans lequel le blanc occupe beaucoup de place et dans lequel aussi la ponctuation est remarquablement épurée.
Voici le premier poème déroutant. À vrai dire, quand on le lit, on se demande s'il s'agit bien d'un poème. Je vous le lis. « Aide-moi à faire arrêter les chiens de se battre ». Le maintien de l'octosyllabe, le retour à la ligne et les majuscules au début du vers sauvent de justesse le poème avant que la forme poétique ne soit réaffirmée à la page suivante où se présente un presque sonnet, mais dont on remarque immédiatement les irrégularités et notamment un vers de trop. Je lis « Au commencement, il était toi qui coule sur les garçons. Il était une robe verte, une bouteille d'alcool blanc. Les ruelles d'une ville où chaque soir les étoiles se rendent. J'ai cueilli pour toi des fleurs et des médicaments. J'ai fait bleuir ta peau en la serrant trop fort. On ne faisait pourtant rien d'autre que bagarrer l'amour. Tes yeux dérobés sous la gêne et le rire me pliant encore l'âme sur ce vieux matelas, à chaque fois remonte le souvenir, le reste ne me vient plus, seulement le soleil marchant sur ma nuit, lorsque tard je dors encore. » Dans ces deux poèmes liminaires sont annoncés des motifs récurrents. La violence, la bagarre, la crasse, l'amitié, la nuit, le sommeil trop lourd, le sexe dans les caves, le sexe salutaire, l'amour, la fête, la drogue et l'alcool, la défonce, les paradis artificiels, l'errance, la rue, les squats, la banlieue, la campagne qui n'est plus la banlieue mais pas encore vraiment la campagne, là où on voit, je cite, une prairie fendue par les cloches d'un tramway, l'accablement, la fatigue, la précarité, les stroboscopes, les étoiles, le soleil qui tape trop fort. Mais avant de poursuivre et d'entrer dans le recueil, il faut dire un mot du titre prometteur, parce qu'il est assertif. Nous sommes maintenant nos êtres chers, qui par l'usage du présent d'énonciation et des déictiques nous et maintenant, oriente la parole poétique vers un collectif contemporain d'individus non encore qualifiés, sinon par deux points essentiels, leur capacité à exister, à être, et le fait qu'ils sont aimés du poète. Composé d'une phrase décasyllabique et harmonique, organisée en deux hémistiches 6-4, le titre inscrit la parole poétique dans le hic et le nunc et impose une performativité. La profération suffit à rassembler en un même temps le présent de l'énoncé et à même espace, les pages du recueil, toutes les figures rencontrées, observées, incandescentes et vulnérables, qui composent le nous inaugural. Le recueil s'apparente ainsi à une série photographique de silhouettes hors du commun et vous avez à l'écran la couverture qui a été proposée pour l'ouvrage, sur lequel on voit apparaître cette esquisse très fragile réalisée par le plasticien Jacques Merle. Donc pour commencer, j'interrogerai les caractéristiques du parleur dans ce poème, essayer d'observer qui est ce jeu en déséquilibre qui pourtant se maintient sur la ligne. Et je regarderai ensuite la façon dont il se dilate dans les silhouettes qu'il considère jusqu'à créer un nous, une communauté fragile qui, malgré la précarité qui la traverse, manifeste une véritable force de survie. Donc c'est le 1. Dans « Nous sommes maintenant nos êtres chers », les poèmes sont énoncés par une instance parlante que Jacques Dürrenmatt proposait d'appeler le parleur. On peut saisir très vite la fragilité de ce parleur. Il perd l'équilibre et parle pour ne pas tomber, il parle pour rester sur la ligne. Je cite « J'ai rougi pour la première fois d'être passé sous la ligne ». On remarque ici l'analogie entre la drogue et l'écriture, puisqu'en effet, une des caractéristiques fondamentales de ce parleur, c'est sa dépendance aux substances, aux pilules, je cite, rouge, rose, bleu, rose, à la cocaïne des démons, je cite encore, et le désir et le manque qu'elles occasionnent chez lui. Ainsi, dans un des premiers poèmes, sont associés par la conjonction de coordination et la jeunesse et la consommation de drogue, donnés comme un phénomène qui dépasse très largement le sujet. Je cite « J'ai bientôt 18 ans et les petits cachets blancs font fondre un peu de coton sous la langue. » L'adolescent est camé et ressemble au parleur ramaldien.
Je sens le froid sur mes lèvres, ce n'est pas du sang qui partout roule dans les cœurs, ce n'est pas la tristesse qui m'arrache les yeux et y cache une foudre, c'est ma puissance, mon monde de ténèbres douces et nerveuses qui m'embrasse, et mes bras durcissent, ma bouche s'ouvre d'un cri de pierre, la joie d'animal qui rend fou l'air autour de moi me frappe le ventre et la gueule, et je pisse le sang dans le hurlement qui danse aussi, je pulsation, je battement, je la force, je rhinocéros, alors que le ciel se dégage et que je descends nu de la colline pour rejoindre la terre et revenir parmi les autres, le V8 tremble doucement sous ma peau, quand dans mon cœur surle ce cri, je vais tout niquer. Dans le poème que je viens de lire, l'emprise des drogues est signalée par la réduction du sujet en objet, par exemple dans la phrase « Ce n'est pas la tristesse qui m'arrache les yeux et y cache une foudre », ou par la métonymie, puisqu'une partie du corps semble agir sans le consentement d'un sujet devenu passif, notamment dans « Ma bouche s'ouvre d'un cri de pierre ». Les ruptures de construction, je plus non, actualisées ou pas, dans je pulsation, je battement, je la force, je rhinocéros, mettent en scène le corps sensation, le corps animal, le corps déréglé. La scénographie discursive d'un sujet en proie à des sensations physiques violentes alterne dans le recueil avec des illuminations où l'aphorisme tient lieu de vision en même temps que de poème. Je cite « L'agencement d'un tout autonome et sort de nulle part, il est là le divin au fond du geste ». Le parleur existe aussi dans les actions subversives qu'il accomplit. En effet, Simon Joannin s'écarte volontiers de l'expression lyrique des sentiments et préfère mettre le parleur en action. Je cite une série d'actions, « J'ai crié, je n'ai jamais fait que l'amour avec d'autres dans sa chambre, longtemps j'ai fixé le sang dans la culotte, une autre fois je l'ai arrêté alors qu'il enjambait la fenêtre, les choses que je vole, je brûle mes pas sur les cendres ». Les verbes d'action montrent un parleur qui agit comme un être atypique, marginal, hors norme, et qui s'engage dans ses gestes inattendus, parfois délictueux. Il est un voyou, un trafiquant, un mauvais garçon qui a déjà été mis sous les barreaux, et l'on connaît l'admiration de Simon Joannin pour Jean Genet, sa vie et son œuvre. L'homme et l'œuvre. Dans le poème que vous allez voir apparaître, voilà, composé de 3 quatrains avec une régularité des rythmes tout à fait remarquable. C'est un poème avec des alexandrins. Le parleur, narrateur, est l'acteur d'un commerce illégal. Je lis. Les menottes au poignet pour une histoire idiote, la petite fortune me souriant encore, quand dans l'obscurité leurs petits yeux porcins ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. L'enfant qui frappe mon téléphone, du numéro d'un guet-apens, les videurs fatigués, les terrains vagues et les putes aguerries, le couteau dans ta paume dans le noir de l'immeuble, les lames dans leur ventre, la graisse surgissant dans la senteur des rues, l'hôpital, plusieurs mois, et sa violence après. Le poème, dans une écriture cinématographique, réactive une scène déjà vue, une scène mythique. La scénarisation, par la succession rapide d'images, qu'on voit bien dans l'énumération des groupes nominaux, l'alternance des gros plans, d'un côté les menottes et le couteau, et des plans larges, le noir de l'immeuble, la senteur des rues, l'hôpital, fonctionne parce que l'expérience du coup qui tourne mal est un incontournable du film de banlieue. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Je pense à des films comme La haine de Mathieu Kassovitz en 1995 ou Les Misérables de Lajli en 2019. La scène stéréotypique peut donc être racontée en accéléré dans une économie remarquable de moyens. Ellipse des articulations logiques, ellipse temporelle d'un plan à l'autre, mise en scène de personnages archétypaux, le guetteur qui est un enfant, les videurs, les prostituées, le complice du narrateur et ceux qui tombent avec lui. Dans l'hyperbate du dernier vers et sa violence après, est suggérée la violence de la vengeance à venir. Pour dire la menace des représailles, la litote ici suffit, puisque malgré les vœux du parleur, les chiens n'ont pas arrêté de se battre.
Je pense qu'on pourrait faire toute une analyse de l'hyperbate chez Simon Johannin. Je n'ai pas eu le temps de la faire, mais je pense qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Plus loin dans le recueil, la chienne a mangé ses chiots et moi je suis partie, dit le parleur. Il s'esquive donc, il échappe à la dévoration, se tient sur une ligne de crête et se maintient grâce à la parole poétique. Dans cette vie sur le fil, le plus grand risque serait peut-être de basculer dans un silence qui menace. Le reste ne me vient plus, je n'ai plus rien des mots sortis de ce rond-point, écrit le parleur. Il est celui qui mord la poussière me rentrait dans la bouche, j'ai le goût de la poussière, le bruit des dents qui frottent contre la poussière. Il est aussi celui qui envisage dans un poème testament la fin de toute parole. Si je meurs, donne mes livres aux amis, mes vêtements aux pauvres, ma mémoire aux enfants, mais garde les bijoux, car mon âme amoureuse sera noyée dans l'or. Il est celui qui prophétise sa fin dans une prolepse, je cite, « J'ai fini par mourir sous les coups d'un désir qui m'accable comme une dalle coulée sous mon dos. » On entend là l'allitération en K, coup, accable, couler, qui fait résonner la langue comme autant de coups de poing. Le groupe verbal « j'ai fini par mourir » insiste sur la fin du procès, c'est ce qu'on appelle l'aspect accompli, en même temps qu'il l'étire dans la durée. C'est l'aspect perfectif du verbe. Et pourtant, au-delà de cette mort d'opéra, projetée dans un récit étrange, presque surnaturel, dans le passage, je vous relis le passage. « J'ai fini par mourir sous les coups d'un désir qui m'accable, comme une dalle coulée sous mon dos. » Cette phrase, cette comparaison, comme une dalle coulée sous mon dos, fait un usage tout à fait inattendu de la préposition, puisqu'on attendrait sur mon dos et non pas sous mon dos, si bien que la comparaison n'est pas tellement saisissable pour le lecteur. Et je disais donc que cette mort d'opérette qui est surjouée, qui s'étire comme ça dans le temps, n'empêche pas le parleur de continuer à parler et à faire de la poésie. Ce qui caractérise le plus fondamentalement le parleur de ce recueil, c'est sa capacité à tisser des liens avec autrui. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Dans ce recueil, « je » est le nœud central, « je », J-E. Par la profération poétique, il relie les sujets entre eux, noue des liens qu'il rend manifestes dans les poèmes. Le parleur est celui qui fédère les électrons libres autour de lui et invente un « nous » singulier. Et je cite maintenant Marielle Massé, qui revient sur ce que peut être ce nous contemporain. Je lis « Car nous ne désigne pas une addiction de sujets, je plus je, mais un sujet collectif, dilaté autour de moi qui parle. Moi et du non-moi, en partie indéfini, potentiellement illimité, moi et tout ce à quoi je peux ou veux bien me relier. » Benveniste le disait, et c'était une surprise, « Nous n'est pas le pluriel de je, un pluriel dénombrable découpé dans le plus grand ensemble de tous. Non, ce n'est pas comme ça que le pronom se construit. Nous est le résultat d'un je qui s'est ouvert à ce qu'il n'est pas, qui s'est dilaté, déposé au dehors, élargi. » Le parleur de « Nous sommes maintenant nos êtres chers » semble, pour reprendre les mots de Benveniste, un « je » qui s'élargit dans les autres, trouve sa voie par eux, en eux et face à eux. Une fois qu'on a dit ça, on peut être étonné, en ouvrant le recueil, de considérer le peu d'occurrences du pronom « nous » qu'on va y lire. Il y a quelques occurrences de « nous », c'est toujours un « nous » inclusif, c'est-à-dire que le parleur s'inclut dans la référence, mais d'un poème à l'autre, le « nous » va désigner des groupes différents. Ici, il désigne un ensemble de jeunes individus de type européen. Je cite « Nous sommes les petits blancs et le sol pousse lentement sous nos pieds ». Là, dans ce poème en prose, il désigne un couple, je cite « Il fait très chaud, nous marchons dans la rue. Soudain, entre deux voitures, elle enlève sa culotte et la range dans son sac.
Il fait chaud, nous marchons. Le collectif est représenté parfois aussi dans le « on », je cite, « et ces maisons hantées où on allait sans armes, égarés dans les rues, on s'usait la maigreur à soulever la grille et prévenir les passants des dangers de la chute. » Mais le « nous » volontiers se décompose en une diversité de chacun, c'est-à-dire d'individus qui partagent une expérience similaire, comme dans ce poème, je cite, « un trait blanc sur une plaque de marbre, des bulles de soda dans un poison violent, et chacun, tournant dans sa tête, un poisson rouge et or. » Cette représentation très faible des pronoms pluriels s'explique à l'aune des autres choix énonciatifs opérés par le poète. L'élargissement du parleur aux autres est perceptible en premier lieu dans la forme énonciative de l'adresse. Le parleur interpelle les autres et cherche à susciter leur réaction. Ainsi, le premier poème, constitué d'une simple réplique, presque un épigraphe mal positionné sur la page, est adresse à l'autre. « Aide-moi », lit-on. Et la modalité intersubjective de l'impératif est sollicitation de l'autre, appel à l'entraide et donc au lien. La parole poétique est ici invitation à faire arrêter les chiens de se battre, autrement dit, tentative d'apaisement des animaux, mais aussi métaphoriquement des individus aimés qui ont une vie de chien. Le deuxième poème apostrophe une jeune femme à la robe verte et nombreux et variés sont les interlocuteurs du parleur. Dans le recueil, les autres sont des interlocuteurs, mais aussi des locuteurs que le parleur écoute et dont il recueille la parole. Les autres parlent dans les poèmes de Joannin et la parole passe ainsi d'un locuteur à l'autre. Celle de l'un suscite celle de l'autre. Les paroles circulent, se complètent et se prolongent, comme le souligne le parallélisme de construction dans ce très bref poème, je cite, « Il dit, il n'y a pas de paradis en dehors des rêves. Je pense, il n'y a donc pas d'enfer, seulement des cauchemars. » La polyphonie marque un recueil où les silhouettes peuvent être caractérisées essentiellement par leur prise de parole, aussi inconvenante ou obscène soit-elle. Il leur a dit « J'emmerde vos femmes et je viole vos enfants. » Venus de Marseille pour les sortir du toit, ils ont cassé son matériel après avoir sauté à 5 sur son corps. Plus tard, le procès. Alors comme ça, vous avez déclaré « violer leurs femmes et emmerder leurs enfants » ? Non, madame la juge, j'ai déclaré l'inverse. Chez lui, la précision fait foi. Dans une ellipse temporelle remarquable, on passe de la scène du crime à celle du procès. La phrase de menace, grossière et indécente, est adressée par le criminel à ses victimes sur une première scène d'énonciation, la scène du crime, puis est prononcée sur une nouvelle scène d'énonciation, au tribunal, par une juge qui la déforme, inversant les compléments d'objet et les verbes. La phrase rapportée sans filtre, avec ses variations, constitue l'essentiel du poème, puisqu'on la trouve quasiment tous les vers, vers 1 au discours direct, vers 4 au discours indirect libre, et enfin au vers 5 dans un discours narrativisé, j'ai déclaré l'inverse. Chaque répétition de la réplique rageuse renforce la trivialité burlesque du poème dialogique. Le commentaire métadiscursif du parleur, chez lui la précision fait foi, fait surgir un rire déplacé, maléfique presque, et agit comme un pied de nez évocateur, par exemple, de l'album Zutik de Rimbaud. Il s'agit aussi ici de faire la nique à la poésie, de voir ce qu'il en reste. La métaphore des restes est récurrente dans le recueil, de voir ce qu'il en reste quand on la saccage. Et souvent des images, vulgaires, elles surgissent, mais il n'y a déjà plus le temps de plaire, écrit ailleurs le poète. On pourrait développer cette question de l'écriture vulgaire, et Simon Joannin dit explicitement qu'il veut écrire des poètes, je le cite, pour tous ses potes. Donc la question de la lisibilité et d'une langue accessible à tous pour le peuple le préoccupe beaucoup. Donc dans le recueil, le parleur esquisse un « nous »
en se dilatant dans une succession de troisième personne, il, elle, au singulier le plus souvent, puisque la solitude ronge, et anonyme aussi, puisque la misère gagne partout du terrain. Par l'énoncé des poèmes, le parleur regarde les autres, les considère et les transforme en objets poétiques. Les autres sont source et objet de la parole, mais aussi miroir réfléchissant de l'expérience. Le parleur se laisse aimanter par l'autre, puis l'observe et le raconte, en mêlant dans le poème suivant l'humour de la farce et le pathétique. Je lis « Il fonce vers moi, la bouche édentée, hurlant pour faire peur, le torse et le visage lacérés de grandes entailles, et s'arrête d'un coup, pour m'embrasser presque, sa voix broyée dans l'alcool et le soufre, me chante « T'as pas une cigarette ?» Le même coup, à chaque fois, et le rire de le voir se ruer sur des filles inconnues. Plus tard, il tiendra sa petite dans les bras et boira ma vodka au bouchon. L'homéotéleute, bras vodka, la mise en regard des possessifs, sa petite, ma vodka, disent le lien du parleur et de l'homme affolé. La rencontre qui a eu lieu est toujours cette entraide. Car ce qui importe pour le parleur, c'est de relier ses expériences à celles d'autrui, de les mettre en regard. Comme dans le poème suivant. Je me souviens de cette sensation, la première fois, et certaines des suivantes. Ce qui me trouble, c'est leur fragilité, ceux qui se font monter le cœur, ceux qui se confrontent à leur propre corps. L'énalage du je au il matérialise la continuité du sujet individuel et du collectif, composé de tout ce qui, l'anaphore de la relative périphrastique, là, ce qui, permet progressivement de qualifier tous ces autres. Le parleur se dépose au dehors de lui et se confronte à leur corps. Il y a ainsi sa première prise et toutes les autres prises. Le poème tend à l'universel. Les autres, chez Johannin, sont un autre moi qui appelle le geste de l'écriture. Je cite « En moi vrillent mille voix et chantent les désespoirs ». Ces désespoirs, ce sont par exemple les gars de la rue endormis au salon, la petite barre à mine sortant du sac à dos, comme le corps de l'un d'eux dépassant des prisons. C'est aussi Chloé, de temps en temps, la furie s'est calmée, elle a fait des enfants. C'est aussi les défractés d'en face, cette casse pleine de comètes, l'adversité de certains, la honte des autres, la peur peut-être. C'est aussi les punks de 17 ans à qui j'offre des cigarettes. Les fragilités s'incarnent dans des corps, abîmés le plus souvent, au bord de l'abîme parfois. On trouve chez Simon Johannin quelque chose de l'étrangeté des poèmes d'Aloysius Bertrand, des corps difformes, monstrueux, des gargouilles grotesques, gavés de drogues mortifères, de poisons colorés qui barbouillent et déforment. Je cite « Il y avait un gros, le corps verdâtre, bardé de cicatrices, le rire abruti sortant des pages d'un picsou. Les deux autres à vomir au fond du canapé, la peau pleine de boutons et la télé en marche. » Le poète décrit les corps carcasses, des charognes presque, dans des poèmes délocutés qui opèrent comme des instantanés ou des selfies, puisque je se représente en représentant les autres. Et je parle de selfie parce que Simon Johannin, je voulais le présenter ici, mais j'aurais pas le temps, mais Simon Johannin a une ligne éditoriale tout à fait remarquable sur sa page Instagram, je vous recommande d'aller voir, où il est le roi de la mise en scène de soi. Et en réalité, tout ça a l'air très spontané, mais il suit les conseils d'une certaine Ariane Giffard, qui est une conseillère en communication littéraire très renommée aujourd'hui. Donc je cite ce poème qui montre que représenter l'autre, c'est se représenter soi, je pense qu'il y est juste après. C'est quand elle a pris que son regard change, comme si la vase agitait ses yeux. C'est étrange dans le regard des gens. C'est étrange l'effet sur mon regard. Les nombreux retours à la ligne créent un rythme saccadé, évocateur des yeux qui tressautent et du visage qui s'agite.
La verticalité, dessinée par la brièveté des vers, qui sont composés parfois que d'un seul mot, est une chute vertigineuse. L'observation de la montée par la drogue et de la métamorphose d'un corps qui se perd dans l'absence est une pratique poétique. Comme le ferait un photographe, Simon Joannin capte, illumine la vulnérabilité. Comme un peintre, il offre une traduction plastique au mouvement contraire de l'ascension et de la chute. Écrire serait juste un peu d'encre au creux des failles, je cite. Les désespoirs qui habitent le livre de Simon Joannin sont ceux de la précarité. Les hommes et les femmes ont les dents qui tombent, la rue, la bagarre, la drogue. Et les corps tombent comme les dents. Tombés au sol, les mains droits dans la douleur, le corps cassé de violence, au milieu des hautes architectures. Les fracassés, les originaux, les violents, les extravagants, les vulgaires, les défoncés, les arrachés, les déplacés. Il y a aussi Aimé qui vient d'Albanie et les Afghans. Les désaxés, les déviants. Toutes les silhouettes s'installent sur les pages blanches du livre, de part et d'autre de l'axe central, l'encollage de la reliure, un trait. Le livre est cabane. C'est peut-être d'ailleurs ici le geste poétique fondamental de ce recueil hospitalier. Ici, chaque silhouette désorientée prend place, et toutes ces silhouettes désorientées, d'un poème à l'autre, finissent par habiter progressivement et occuper tout l'espace du recueil. Elles deviennent le centre d'une poésie réinventée parce qu'elle accueille. Dans le recueil, les défractés ne sont pas hors, mais dans le recueil. Le lecteur est invité ainsi à déambuler dans leurs espaces, qui sont souvent considérés comme des espaces indignes d'intérêt. Une rue déserte, une prison, un commissariat vide, où l'on fume en cellule une herbe poisseuse et forte, une maternité où les gens meurent et ne naissent plus, un bar trouvé, aussitôt saccagé. Et tous ces espaces sont habités de figures dissonantes, détraquées, qui toujours suscitent la considération du parleur et à la fin, l'empathie, sinon l'amitié du lecteur. Le « nous » de cette communauté brinque-ballante nous devient familier. En ce sens, on peut dire que la poésie de Joannin a une portée politique. Je cite Marielle Massé encore, qui dans l'extrait que je vais lire, parle de lieux réels et d'engagement réel, de jeunes gens qui prennent les places et qui s'engagent dans l'espace public pour manifester, rendre visible une forme de précarité. Mais si je cite Marielle Massé, c'est parce qu'il me semble que son propos peut être compris dans un sens métaphorique et que chez Simon Joannin, les défractés ne prennent pas les places, mais le livre, et que peut-être le livre est aussi un espace à prendre. Je lis. C'est la précarité sous toutes ses formes, comprise comme l'enjeu social de notre époque, qui se trouve bravée dans ses pratiques imaginantes. Bravée avec ce que cela suppose de soulèvement. On pourrait dire aussi étonnée, en pensant à cette injonction de Victor Hugo dans Les Misérables, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. En disant qu'elle est bravée, je ne veux pas dire alors que l'on triomphe de la précarité, qu'on lui règle son compte. Il s'agit au contraire d'accuser les précarisations de tous ordres et la situation sociale faite à une génération. Car ceux qui ont aujourd'hui 20 ou 30 ou même 40 ans, et cela fait partie de la question que l'on soit aujourd'hui jeune, fragile socialement à 40 ans, ceux que concernait Nuit debout, ceux qui ont lutté contre la loi Travail et son monde, surtout ceux-là, et son monde, sont précaires et se savent précaires. Ou plutôt, ils se savent précarisés, inégalisés, économiquement, historiquement. D'emblée, il leur est refusé une place. Et il me semble que là, si on observe aussi ce que développe Simon Joannin dans les espaces publics, donc notamment sur sa page Instagram, lors des entretiens et dans les émissions de radio où il peut être interrogé, il interroge cette précarité. Il la formule déjà, il la fait exister et il l'interroge. Alors heureusement, dans la poésie de Simon Joannin, il s'agit de résister face à la fragilité des corps caducs. C'est lisible comme recueil, ce n'est pas que sombre. Donc il faut
résister, tenir malgré les déviances et la violence, vivre et survivre dans la précarité. Survivre, c'est d'abord vivre au-dessus, vivre sur terre, mais regarder plus haut, regarder le ciel. Le parleur dort d'un sommeil poisseux sur un vieux matelas, il est crevé, il est atterré, et pourtant il s'en remet au ciel. Les occurrences du non-ciel sont multiples, rarement avec majuscule, et le ciel en échange de la terre et l'éternité en échange d'un jour sans chaleur, le plus souvent avec minuscule. J'ai mélangé le noir de tous ces ciels qui nous ont vus se pencher l'un sur l'autre. Ou bien encore, un peu plus tard, le suicide au même endroit, c'était beau, c'est 20 ans, le ciel et la lumière. Les ciels sont si nombreux qu'on pense au petit boudin, au ciel en série saisi par le peintre impressionniste. Le parleur gagne en vigueur quand il se laisse aimanter par la superbe des astres. Il faut survivre, vivre plus grand que la misère et la douleur, la maigreur et la dépendance, la violence et l'errance. Il faut parsemer l'obscur de lumière et de drôlerie. La figure de l'oxymore, qui associe des termes au sens antonymique, manifeste les distorsions d'existence contrastées, rythmées de claires nuits et de sombres jours. Le soleil marchant sur ma nuit, clarté, obscurité, le cauchemar que c'est, la vie qui passe, ce soleil qui s'éteint dans l'eau froide, chaud-froid, t'ai-je déjà caché la crasse qui, me recouvrant, ouvre les portes vers d'autres mondes, fermeture, ouverture. Ailleurs, l'antithèse exemplifie aussi très bien cette tension qui traverse les existences. Je cite, « Je t'aime d'être en vie, je t'en veux de ne pas mourir ». Pour survivre, il faut aussi surjouer l'existence, la développer en grand, mener une existence somptueuse, au moins en imagination. Ainsi, de ces deux, je cite, « de ces deux immenses clitoris se frottant l'un sur l'autre ». L'hyperbole impose un changement d'échelle et manifeste une exagération qui confine à l'illusion d'optique. La vie peut prendre parfois des proportions considérables. Ailleurs, l'usage du verbe familier « bouffer » dans l'expression imagée « embouffer » dit l'excès des désirs, un penchant pour le luxe et la luxure. Je cite, « J'en aurais bouffé de l'extase des cœurs jaunes et des crânes gris, des Rolex étincelantes, des petits diables noirs et des marques de luxe. » Il faut savoir que Simon Joannin est aussi modèle pour une marque de luxe. C'est très drôle, vraiment, allez voir sa page Instagram, c'est très drôle. Ailleurs encore, le toponyme Tokyo, répété dans le poème, suffit à imaginer le comble d'une grandeur urbaine qui contraste avec la trivialité d'un faubourg. Je cite, je pense qu'il est Tokyo, 2 cigarettes allongées côte à côte sur le sol du faubourg. Tu me racontes Tokyo, la rivière, le petit château inchauffable et ton dernier feu sur le plancher de ta chambre. Survivre, c'est enfin vivre plus longtemps que les disparus qui hantent le recueil. Il faut tordre la détresse, survivre à d'autres fantômes, je cite d'autres fantômes, et à toutes les figures qui se sont fracassées avant de trouver ici un linceul de mots. Dans le dernier poème, composé d'une seule phrase interrogative, le parleur questionne un ami disparu sur les liens qui restent après. Je cite, il est nommé, cet autre-là, « Louis, est-ce que dans le ciel si bas de cette ville, ton âme en l'air nous traverse le visage ?» Dans « Nous sommes maintenant nos êtres chers », le parleur vit après eux, et d'un poème à l'autre s'esquisse une ontologie de la survie. Quitte à avoir, je cite, « les pieds pris dans la vie », il s'agit d'apprendre à s'en sortir et donc à vivre. Tu étais parti sur tes talons immenses, les larmes coulant le long de tes jambes nues, au bord de cette route dangereuse. Tu dormais parfois dans la rue, t'habituant doucement à la douleur. Avoir mal ne t'a jamais demandé beaucoup de courage. La souffrance n'est pas le plus dur. Plus dur est le temps qui s'installe, plus dur est l'absence du reste. On ne peut s'en sortir sans vivre. Au terme de cette lecture sur le fil, nous pourrions simplement lire à nouveau le titre « Nous sommes maintenant nos êtres chers ». Le pronom « nous »
possède dorénavant une référence élargie. Il nous inclut, nous, les lecteurs, ceux qui ont lu l'assertion inaugurale et les poèmes ensuite, ceux qui ont sillonné des paysages habitables et connu des êtres aussi précaires et marginaux que précieux et magiques. Ils sont devenus nos êtres chers et maintenant nous en sommes. Nous sommes maintenant nos êtres chers et fermant le livre, nous aurons mieux compris tous ceux qui, je cite, mettant autant d'énergie, creusent des accès aux abîmes. Merci beaucoup Mathilde, merci pour cette très belle lecture de Nous sommes nos êtres chers, encore des transfuges, mais qui sont au cœur du texte, hein, comme sont au cœur les dessins, tous ces trans, ces personnes qui échappent, enfin, ces personnages. Et c'est vraiment, bon, peut-être une prochaine fois j'aurai l'occasion de parler de la stylistique de l'existence de Simon Johannin, qui est vraiment toujours dans une figure. Alors il est marié, donc il s'est mis en scène, il a mis en scène ce mariage. Et parallèlement, il est une figure, il joue de tous les codes gays, donc il y a une espèce de fluidité comme ça. C'est très mis en scène, très réfléchi, mais assez caractéristique. Oui, j'imagine. Alors nous allons à présent passer aux questions. Moi en tout cas j'ai quelques questions à vous poser déjà, peut-être ça va nous lancer ou ça va... Pour Jacques, en fait, je n'ai eu de cesse. Moi, ce qui m'a surprise à la lecture de ces deux bandes dessinées que tu nous as suggérées en appel pour ta très belle étude, ce sont les dessins, en fait, qui semblent très... voilà, ne serait-ce que la page de couverture, on a quelque chose qui semble très presque infantile, familier, mais en fait c'est pour dire la défamiliarisation, pour nous emmener. Je me suis demandé dans quelle mesure, même ces dessins de Gousse et Gigot, pareil, je n'ai pas ton vocabulaire pour décrire ça, mais comme si c'était des dessins d'enfants ou destinés aux enfants. Et en réalité, bien sûr, quand on rentre dans le texte, on réalise très très rapidement que ni l'un ni l'autre ne sont destinés aux enfants. Et je me suis demandé dans quelle mesure ce trait participait de leur esthétique, enfin servait le message lui aussi. Écoute, c'est la question de la fausse naïveté, quoi. C'est toujours ça. C'est beaucoup ce que fait mais pas que seulement la bande dessinée, d'ailleurs, la littérature aussi aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une espèce ce sont des œuvres qui sont a priori accueillantes. Peut-être plus d'ailleurs quand même Podum que Gousse et Gigot, qui a quand même dans laquelle elle travaille beaucoup avec la caricature, donc il y a quand même quelque chose d'assez agressif dès l'ouverture. On sent bien qu'on est on va se rapprocher des œuvres satiriques. Le dessin a une forme de violence dans la radicalisation, etc. Donc là, on s'attend à quand même une espèce d'un règlement de compte avec quoi. Alors bien sûr, dans les deux cas, ce sont des sortes de contes de fées. Hein. On est dans des mondes imaginaires avec des châteaux, donc on joue avec ces structures du conte. On sait en même temps que les contes peuvent être incroyablement cruels. Hein. C'est donc après tout Perrault, il n'y a rien de plus terrifiant que les contes de Perrault quand on les regardait bien, où les belles-mères essayent de manger leurs belles-filles et autres. Donc on joue avec ces codes du conte de fées, Peau d'âne, etc., qui est aussi un conte incroyablement cruel, où on parle d'inceste, où on parle d'animaux sacrifiés au bénéfice pour le désir d'une fée, etc. Donc en fait, ils reprennent ce qu'il y a de cruel dans ces formes-là, et ils vont jouer, alors d'un côté plutôt avec le style caricatural du dessin, qui dès le départ nous dit on va être dans la parodie, on va détourner, on va contourner, on va introduire de la violence, un petit peu comme un peu à la Charlie d'ailleurs, parce que par moments le dessin est très proche du dessin de magazines caricaturaux comme Charlie. Et de l'autre côté, dans Peau d'âne, au contraire, effectivement, on a des couleurs douces, il a arrondi au maximum son dessin, il joue avec les codes de la peinture médiévale ou de la Renaissance, notamment dans les grandes planches où on va avoir plusieurs moments successifs qui sont dépeints dans une seule image. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la peinture flamande, par exemple, de la Renaissance. Donc il va jouer avec des codes aussi de la représentation, on va dire, du grand art, un peu comme tout à l'heure Töpfer, quand il limite la
peinture de la Renaissance, pour effectivement un discours qui est celui d'Hubert. Et Hubert, bon, c'est un scénario, j'ai pas beaucoup parlé, c'est une figure très particulière parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup de dessinateurs et dessinatrices, en essayant d'introduire souvent la question du genre, la question du trouble de genre, ou alors carrément alors à fond dans le SM, j'en ai parlé, et qui s'est suicidé en fait il y a l'année dernière à 48-49 ans, en pleine gloire, parce qu'il avait je ne sais combien de dessinateurs qui attendaient pour qu'il veuille bien leur écrire un scénario. Il est complètement reconnu. Bon, alors c'était quelqu'un qui était dépressif depuis toujours, hein, une espèce de mélancolie profonde qu'on sent, qui perce en permanence et contre laquelle il lutte. Et alors, il me semble, dans l'album, dans Podum, il lutte doublement, parce que d'une part, il lutte avec ce dessin, comme s'il avait, justement, pour une histoire qui pourrait être très noire, il choisit un dessinateur qui va à l'inverse. Et puis dans le récit lui-même, parce que finalement, c'est un récit d'épanouissement. Tous les personnages réussissent à trouver un espace pour eux, et à trouver une forme de bonheur, alors pas du tout conforme justement au modèle du genre, mais ils trouvent le bonheur. Donc, on sent qu'il y a une lutte comme ça, et donc dans les deux cas, ce sont des BD heureuses, parce que Gousse et Gigot aussi, même si on passe à travers les meurtres, les crimes, mais au bout du compte, on emmerde le monde et on arrive à exister. Donc c'est... donc le dessin en même temps est un dessin comique entre guillemets au sens et fonctionne bien parce qu'il est aussi il dit dès le départ attention, ça va pas être forcément sérieux au sens triste du terme, même si on va parler de questions mais il y aurait vraiment une étude à faire sur Hubert et ses dessinateurs, parce qu'il y a une telle variété incroyable de dessinateurs, depuis certains qui travaillent uniquement le noir et blanc, à d'autres qui travaillent donc les couleurs douces, à d'autres qui travaillent dans des couleurs très acidulées, à d'autres qui travaillent avec du dessin dit réaliste. Enfin, il a travaillé absolument avec tout, et chaque fois la question qui se poserait serait de savoir si le style de l'écriture de Hubert, ce qui se passe dans son style d'écriture à ce moment-là. Parce que je vous ai montré le dessin aussi de Joe la Pirate, c'est Hubert le scénariste. Vous avez vu, on voit la différence incroyable de dessin, parce que là c'est une dessinatrice extraordinairement douée, mais qui n'est pas du tout dans la caricature, qui travaille avec un noir et blanc somptueux, des grisailles. Il y a des planches, je n'ai pas pu vous les montrer, mais qui sont notamment, puisque ça se passe beaucoup dans les Antilles, donc il y a des planches, des paysages absolument sublimes, des vues de Miami dans les années 30, etc. Et on est complètement dans notre monde, et il y a toujours pourtant l'acidité d'Hubert dedans, mais qui est traitée autrement. Voilà. Et alors moi j'ai lu tout récemment par le plus grand des hasards, je n'ai réalisé qu'en le lisant que nous avions à nouveau la même collaboration. Il me semble que c'est bien Hubert et Zanzin qui ont créé la sirène aux pompiers, la sirène des pompiers. Oui. Voilà. Et est-ce que toi tu as lu pour voir un peu, parce que bon la fable, on est dans une, bon, c'est une femme, enfin c'est une sirène qui veut explorer le monde, donc qui emmène sa différence jusque sur Terre, non sans difficulté, mais et puis qui et c'est Hubert le scénariste, tu vois, je suis pas sûr de ça. Voilà, je sais que effectivement le dessinateur, ça c'est sûr, mais le scénariste, je suis pas sûr. Bon, voilà, je revérifierai. Mais fondamentalement, directement, ça me dit. Je connais le titre, mais je crois pas qu'Hubert est scénarisé. Oui, parce que il y avait quelque chose de transgressif, mais je n'ai pas retrouvé cet état d'esprit particulier. C'est vrai que c'est un vrai écrivain, Hubert, en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une écriture. J'ai pas eu le temps de le montrer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des scénaristes qui ne sont pas des écrivains. Qu'un BDA, c'était pas un vrai écrivain. Qu'est-ce que tu dis, Diane ? Qu'un BDA, c'était pas un vrai écrivain. Non, il y a des scénaristes qui ne sont pas des écrivains et qui l'acceptent complètement. Tu leur dis, c'est pas de l'écriture, ils te disent, oui, moi je suis au service de l'histoire, j'ai une histoire, je suis à ce service, j'écris ce que je peux comme je peux, mais j'ai absolument pas de prétention à être écrivain ou à faire de l'écriture.
Hubert, si. Hubert, c'est évident. D'ailleurs, il y a des albums où il va mélanger dans tout ce qui est les ogres géants, la longue série des ogres géants, qui est absolument magistrale, qui est tout en noir et blanc. Il mélange des passages en bande dessinée avec de longs textes complètement rédigés par lui, dans lesquels il parodie, là encore, le style des contes de fées de manière très postmoderne et très, très intéressante. Donc, il se pense vraiment écrivain, même s'il n'a jamais pu aller jusqu'au bout, peut-être, de ce désir. Donc c'est pas tout à fait le même statut que dans d'autres, effectivement, que d'autres scénaristes. Et les dessinateurs qui travaillent avec lui le savent en fait. Ils savent bien qu'ils travaillent avec quelqu'un pour qui l'écriture est fondamentale, que les dialogues sont extraordinairement bien écrits, que les récitatifs sont toujours pensés, etc., etc. Donc c'est là aussi, il y a un chantier énorme à faire sur la question du scénarisme en bande dessinée. Il y a quasi rien, hein, c'est un désert total. Donc en fait, il y a plein d'écoles, plein de manières différentes de penser ce que c'est qu'un scénario, ce que c'est qu'une écriture. Et puis, quand on lit des BD, on voit bien qu'il y a une hiérarchie aussi quand même, de la qualité, je veux dire. Ah oui, bien sûr. Et puis il y a des fonctionnements. Là, de toute façon, moi je travaille pour l'exposition Goscinny du Festival d'Angoulême en janvier. Donc il y aura toute une section consacrée à la question du style Goscinny. Et donc qu'est-ce que c'est Goscinny comme écrivain à part entière? Parce que c'est quand même Goscinny qui installe le métier de scénariste, vraiment, qui en fait un métier à part entière. Il faut penser qu'avant Goscinny, on ne met même pas le nom du scénariste dans les bandes dessinées sur les albums. Ça n'a aucune importance. C'est le dessinateur qui compte, le reste, voilà, c'est complètement secondaire. Donc Goscinny va s'imposer. Par exemple, les premiers Lucky Luke sont faits par Maurice. Ensuite, Goscinny devient le scénariste, mais pendant un certain temps, les albums sont toujours avec seulement Maurice. On ne sait pas du tout que c'est Goscinny qui écrit les histoires. Donc lui, il va imposer cette présence de scénariste et il va l'imposer aussi par son jeu extraordinaire avec la langue. Enfin, bon, il y a notamment les calembours, mais pas que les calembours. Enfin, il y a un travail extraordinairement élaboré de la langue. Et derrière, il y a plusieurs écoles. Il y aura ceux qui continuent à penser quand même que le scénariste il doit être finalement au service du dessinateur, et d'autres qui pensent que c'est l'inverse. Et Goscinny pense plutôt que c'est l'inverse. On voit bien quand il donne les scénarios, il crée la machine, et puis voilà, tiens Maurice, tiens. D'ailleurs Maurice le dit lui-même, hein, il dit bon, moi j'ai commencé à la Lucky Luke, puis à un moment donné Goscinny est arrivé, puis il a tout changé, puis moi j'ai obéi. Bon, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait rien à dire, il n'y avait rien à faire. Bon. Et Uderzo est un peu plus compliqué parce qu'il avait quand même un ego un peu énorme aussi, donc il a toujours eu du mal à reconnaître quand même que une fois que Goscinny est mort, l'Astérix a chuté très vite en qualité. Ça, il ne fallait pas lui en parler parce qu'il se mettait en colère immédiatement. Donc ce que je veux dire, ce rapport dessinateur-scénariste, il est fondamental. Et dans des albums comme ceci, bon, dans un cas, de toute façon, c'est la même chose, la dessinatrice et scénariste, donc tout est une unité, pour vous c'est gigot. Et dans le cas de Zanzime et Hubert, Zanzime reconnaît qu'il est au service d'Hubert, vraiment. Mais alors jusqu'à quel point est-ce que Hubert lui demande tel type de colorisation, telle mise en page, ça malheureusement il faudrait. Moi je n'ai pas eu l'occasion non plus de parler avec lui. Au moment où je commençais à me dire il y aurait un travail à faire sur Hubert, il s'est suicidé. Donc de toute façon c'est terrible à dire, mais ça a été fini. Il n'y avait plus rien à. Bon, après on pourrait effectivement demander à tous les dessinateurs et dessinatrices voilà, le travail, comment ils travaillaient. Je pense qu'ils auraient plein de choses passionnantes parce que c'était vraiment des personnalités formidables. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de resituer ces dessins. Là, il y a un arrière-plan historique, il y a comme tu me le disais tout à l'heure, de recontextualiser ces figures, ces formes plus ou moins caricaturales. C'était vraiment très très intéressant. Et je vais, si tu veux bien, Mathilde, revenir sur ton intervention. J'ai été très intéressée par le fait que tu sois partie du nous en fait, hein, et tu n'as pas prononcé le mot lyrisme parce que c'est un jeu lyrique une fois. Ouais. C'est un jeu lyrique inscrit dans une tradition poétique évidente aussi dans un premier temps. Ah oui, pardon. Enfin, c'est assez étonnant ce recueil parce que quand on le lit, on se dit que c'est finalement ça a été 10 000 fois en fait ce qui est raconté là, et pourtant justement l'énonciation propose quelque chose de très singulier, je trouve, dans cette bascule du jeu, oui, qu'on peut qualifier de lyrique, sauf que finalement il n'y a pas tellement d'expression des sentiments. Enfin, il y a une expression de soi qui passe surtout par l'action et par la déprise. Et donc... mais moi, j'entendais lyrique au sens vraiment transpersonnel, c'est-à-dire qui échappe
échappe à son à l'étroitesse du moi en fait, pour là encore prendre d'autres peaux. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette dilatation là qui est assez incroyable, et les effets miroirs. Bon, je vais pas tout citer, mais oui, ça, le risque de cette communication aurait été de tout citer, parce qu'en fait les poèmes sont très courts, il y a beaucoup de blanc, bon. Mais j'aurais eu le temps de tout vous lire en fait pendant le... Ça aurait peut-être été aussi bien. Mais mais oui, c'est un sujet lyrique, mais en même temps qui refuse de l'être, quoi. Il y a une espèce de posture chez... En fait, je suis entrée dans cette analyse vraiment. Au départ, je voulais m'inspirer des travaux de Marielle Massé et aller davantage vers une stylistique de l'existence. Donc j'ai vraiment exploré la figure de Simon Joannin telle qu'elle se représente médiatiquement en fait. Et c'est marrant parce qu'il se représente toujours comme une figure à part, quelqu'un hors norme, un peu à l'image de ses silhouettes. Mais en réalité, il s'inscrit dans une tradition. C'est quelqu'un, par exemple, sur Instagram encore, j'y reviens, j'y ai passé du temps à regarder toute cette galerie-là. Il se met en scène, par exemple, c'est le seul écrivain français que je connaisse qui se met en scène en train de lire une revue pornographique, dans un sweat Adidas en tissu synthétique avec une capuche, et puis qui s'en remet jamais à une institution. C'est-à-dire qu'il est il rejette beaucoup cette tradition lyrique quand même dans l'écriture, mais aussi dans le refus de l'école. Il vient du Tarn, il vient de Mazamet, là-bas c'est la zone. Il parle jamais de littérature, il parle de cinéma. Pour Nino dans la nuit, il fait un clip électro avec un montage psychédélique que Alia ne met pas sur son site, par exemple. Alia, comme s'il censurait un peu cette forme. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai très peu utilisé, ce terme. D'accord. Même si c'est vrai que l'approche, étudier le jeu et puis ensuite l'étude énonciative marche. Et moi, j'ai eu, par moments, des échos du jeune François Bon dans Décor Simon, qui lui-même, d'ailleurs, était très porté par l'inspiration rimbaldienne. Hein, mais vraiment, mais il s'inscrit clairement dans une tradition, mais il snob, non, c'est pas le bon mot, mais... Il nique cette tradition. C'est ça. Je vais tout niquer, voilà, c'est sa posture. Et voilà, c'est un écrivain qui a 27 ans aussi, c'est ça qui est... Vraiment, il faut lire ses romans aussi qui sont... c'est une langue incroyable. Et comment est-ce que tu l'as découvert Par mon libraire préféré. Chez qui publie ses romans? Alia, pareil. Toujours, Et les romans sont incroyables, vraiment... Et en fait, c'est ça, il y a une espèce de poésie sauvage, un peu barbare, et c'est ce qu'il revendique en fait. On dirait qu'il ne lit des livres que par hasard. Jeunet, il tombe dessus par hasard chez le brocanteur. Il y a aussi bien sûr tout un récit. Et en fait, c'est ça, on se rend compte qu'il fait partie d'écrivains qui se mettent en scène, qui ont compris qu'aujourd'hui la communication littéraire, c'était pas seulement le livre. Et il est très bien accompagné et très talentueux. Parce qu'il y a tout le storytelling, son histoire d'amour avec sa femme, la défonce, les nuits... il y a tout. Et donc il y a une espèce de circulation parfaite entre le texte et la mise en scène de l'existence. Voilà. J'aurais bien aimé parler de ça aussi, mais une prochaine. Alors, merci à tous pour votre présence, et puis surtout merci à Jacques et à Mathilde qui ont vraiment, vous nous avez apporté de très belles... Merci d'organiser ces événements. Là, Bien, j'espère qu'on aura le plaisir de vous y revoir, réentendre, peut-être dans des conditions un peu moins instables sur le plan de la connexion du réseau. En tout cas, on l'espère. Merci à tous. Merci.